Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition 2025 du tournoi d'éloquence du Lions Club Rochefort-Famenne. Sans plus attendre, s'il veut bien monter jusque nous, on va demander au président du club de venir nous dire un petit mot. Il est peut-être mal mis là, mais il va arriver dans quelques secondes. Mais je peux en profiter déjà pour vous donner quelques détails. Nous aurons donc 10 candidats qui vont nous proposer 6 minutes sur un thème que nous vous annoncerons chaque fois pour eux. Et après 5 minutes 30, Christophe, qui est ici présent, va avoir le chrono. Et après 5 minutes 30, il fera le gong et il préviendra ainsi la personne que le temps sera bientôt terminé. Mais tout de suite, voilà le président. Il y a le micro pour le président, donc c'est parfait. Ah, voilà. Merci, bienvenue à tous et toutes et tous en tout cas, pour cette finale du tournoi d'éloquence Rochefort, organisé par le Lions Club Famenne. C'est évidemment une belle soirée encore qui s'annonce aujourd'hui, puisque nous avons les 10 candidats qui ont travaillé d'arrache-pied toute cet après-midi pour préparer, je l'espère en tout cas, un exposé qui vous tiendra en haleine pendant maximum 6 minutes, on vous l'a dit, mais ça fait aussi partie, je vais dire, du challenge qu'ils ont à faire, c'est de pouvoir résumer en 6 minutes un thème qui n'est pas toujours facile et qui, je le rappelle, leur a été seulement imposé à 14 heures. Donc, ils ont eu royalement 3 heures et demie pour préparer ce travail avec un petit peu de documentation et certainement pas l'aide de tablettes ou de montres électroniques ou d'autres intelligences artificielles. Ils n'ont que l'intelligence de leur cerveau pour faire ce travail. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long. Je voulais simplement, en tout cas, remercier l'ensemble des écoles qui ont participé à ce tournoi d'éloquence, que ce soit tant au niveau des éliminatoires qu'aujourd'hui pour la finale. Remercier bien évidemment les candidats et saluer leur courage parce que, rassurez-vous, il en faut beaucoup pour aujourd'hui, je ne vais pas dire vous affronter, mais pouvoir, je veux dire, se livrer à vous pendant les 6 minutes. Merci également à tous les membres du club d'avoir mis en place cette organisation et merci également aux épouses, aux bénévoles qui nous donnent également des coups de main. Donc voilà, je vous précise encore simplement, mais je le redirai encore tout à l'heure lors de la proclamation des résultats, le lauréat d'aujourd'hui sera convié, invité à participer à la finale du district du Lions Club. Donc, c'est-à-dire le district reprend quasiment l'ensemble de la Wallonie et se retrouvera le samedi 17 mai en finale à Mons, lors de la convention nationale du Lions, lors d'une grande finale du tournoi d'éloquence. Donc voilà, c'est pour évidemment ce lauréat ou cette lauréate une très belle promotion, je dirais, en tout cas une grande récompense. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense qu'il faut tous les saluer, les applaudir et les encourager. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous remercie. Bonsoir. Eh bien, merci, Monsieur le Président. Alors, il y aura des jurys, on va en parler dans un instant. Et on va accueillir justement celui qui est ce soir président du jury jeune, mais qui vient plutôt témoigner. C'est le lauréat 2024 du tournoi d'éloquence. Je demande à Wesley Martin de nous rejoindre. Alors, merci et bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette finale régionale du tournoi d'éloquence organisé par le Lions Club. Alors, avant toute chose, j'aimerais vous rappeler quelque chose. En ce moment même, les candidats sont de leur loge et ils font passer le temps. Ils sont en train de discuter, de jouer aux cartes ou de pleurer seuls dans les toilettes pour faire face au stress, au choix. Car oui, il ne faut pas l'oublier, ce tournoi est assez stressant. C'est tout sauf naturel de parler devant un jury aussi grand, aussi large.
Hop, ça va. Donc, il faut prendre ça en compte pour ne pas être trop sévère, car tout cela est très compliqué pour eux. Imaginez devoir parler devant un aussi grand jury. Vous avez les orteils tellement crispés dans le sol que vous vous agrippez à celui-ci. Vous avez les mains qui sont tellement moites que les gouttes d'eau tombent de vos doigts. Vous avez l'estomac tellement noué que vous regrettez le tacos que vous avez mangé à midi. Mais quand on y pense, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Vous savez pourquoi moi j'ai participé au tournoi l'an passé ? Pour bien m'amuser. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis amusé comme un fou à monter sur scène. Parce que quand on y pense, parler devant des gens qui vous écoutent, c'est formidable. On a un sentiment de confiance, de puissance qui émane de nous. Parler sur scène devant des gens qui nous écoutent, c'est totalement l'inverse du métier de professeur, en fait. Je tiens d'ailleurs à saluer, ne sont pas là ce soir, mais à dire merci à mes anciennes professeurs de français qui m'ont soutenu dans mon aventure l'an passé. D'ailleurs, nous n'y pensons pas beaucoup, mais les candidats qui sont dans leur loge actuellement, même s'ils vont monter sur scène seuls, ils ne sont pas solitaires pour autant. Derrière eux, il y a leurs professeurs qui les ont soutenus, il y a leurs proches qui les ont aidés à se lancer, à s'essayer à l'art de l'éloquence. Donc, qu'est-ce qui va se passer ce soir ? On aura chacun votre rôle. Le vôtre, c'est d'écouter, observer et, j'espère, apprécier les discours des différents candidats. Et j'espère que vous êtes un public plutôt à l'écoute, plutôt réactif. On va faire un test d'ailleurs. Voilà, c'est bien, bravo. Bon, je l'ai mal fait, mais c'est pas grave. J'aimerais d'ailleurs qu'on applaudisse tous les professeurs, tous les proches qui sont venus pour encourager les candidats aujourd'hui, car ils en ont bien besoin. Alors, on peut vous applaudir, bravo à vous. Ils le méritent. Le rôle du jury, ça va être de voir le candidat, de l'observer aussi, mais nous, on va devoir juger s'il parle bien, s'il argumente bien, s'il bouge bien, si tous ces petits critères vont être pris en compte pour décerner, par mon jury, décerner le prix de la jeunesse. Mais une dernière question se pose, c'est que qu'est-ce que apporte ce... Il y a les pompiers. Qu'est-ce qu'apporte ce concours ? Qu'est-ce qu'il apporte de positif ? De la popularité ? Non, pas vraiment. De l'argent ? Encore moins. Du narcissisme ? Un petit peu, c'est vrai. Mais surtout, de la confiance en soi et de belles rencontres. Moi, je me souviens, l'an passé, avec mes anciens concurrents, nous sommes devenus amis et nous nous parlons encore aujourd'hui. Et c'est génial. Ça crée donc de belles relations et la confiance en soi est quelque chose dont nous avons cruellement besoin dans notre société. C'est pourquoi nous devons mettre beaucoup plus en avant l'art de bien parler. C'est la raison de notre présence ce soir. Et je ne vais pas rester sur scène plus longtemps, je vais laisser ma place aux vraies vedettes de ce soir qui sont dans leur loge, en train d'attendre. Et elles se préparent à vous livrer leur meilleur discours possible. Donc, quand ils rentreront sur scène, surtout, n'oubliez pas tout ce que je viens de vous dire et acclamez-les, applaudissez-les, jetez-leur des fleurs, j'en sais rien, faites quelque chose. Mais il faut qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent soutenus, car ils le méritent. Donc, je vous souhaite de passer une bonne soirée, bonne chance aux candidats, et à plus tard. Merci Wesley, qui ne sera pas bien sûr tout seul dans sa tâche, puisqu'ils seront 5 dans le jury jeune. Il y a aussi Eléa François, Lali Farina, Coraline Cathy et Dimitri Aroxo. Alors, quant au grand jury, eh bien, il sera présidé par Pierre Voystek, que vous avez vu il y a quelques instants, qui est donc le président de ce jury. Il est composé aussi de Bruno Hilgers, Laurent Guyot, Sonia Simon, Caroline Brugnon et Daniel Simon. Et last but not least, le bourgmestre de Rochefort, Julien Defoe. Des jurys qui jugeront l'éloquence, le fond du sujet traité et aussi
l'aisance sur scène. Et sachez qu'il y a un troisième jury ce soir, et c'est vous, puisque le troisième prix attribué, c'est le prix du public. Vous avez normalement reçu en entrant dans la salle ou dans la salle en bas un bulletin de participation, et vous devrez aussi vous prononcer sur un des 10 finalistes lorsque on mettra l'urne ici, juste devant la scène, après la prestation des différents candidats. Parce qu'il faut dire qu'au départ, cette année, lors des éliminatoires en janvier, ils étaient une trentaine, 30 candidats qui se sont mesurés, qui sont venus pour ce tournoi d'éloquence. C'est un beau record de participation. Et nous avons donc ce soir les 10 finalistes. Je vous l'ai dit, ils vont chacun parler sur un sujet particulier. Et puis, à l'issue de leur prestation, à chacun, nous leur poserons une question qu'ils n'auront pas préparée et où ils auront 1 minute pour répondre à cette question. Vous savez tout, je pense qu'on peut entrer dans le vif du sujet. Notre première candidate nous vient de l'école secondaire libre de Saint-Hubert. Sa professeure de français est Élodie Poncin. Et la question à laquelle elle va nous répondre, les jeunes et l'engagement politique, faut-il s'impliquer à tout prix? Je vous demande d'accueillir Juliette Lecoq. Mesdames et messieurs, chers publics, chers membres du jury, bonsoir à tous. Je m'appelle Juliette Lecoq et suis élève au sein de l'enseignement libre de Saint-Hubert. Et ce soir, je vais vous parler de la question citée précédemment. Les jeunes et l'engagement politique, faut-il s'impliquer à tout prix? La politique est la manière d'exercer dans une société ou un État l'autorité. De ce fait, elle nous concerne tous. Qu'on soit petit, jeune, vieux, grand, moche, beau, homme, femme, tous, sans exception. Chaque individu est une maille de cette toile qu'est notre société, une toile unie par l'ignorance. En effet, personne ne sait ce que nous sommes, pourquoi nous sommes là, d'où nous venons et où nous allons. Nous sommes tous sujets de ces questionnements purement humains et dont les réponses n'ont pas lieu d'être. Comme Socrate l'affirmait, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Voyez-vous où je veux en venir ? Nous avons carte blanche. Les seules restrictions que nous avons sont celles que nous avons mises en place. De ce fait, tout est possible. Tout, sauf si nous laissons des personnes avec leur propre vécu, leur propre expérience, envie et pensée décider de ce que nous devons faire de notre vie, exercer l'autorité sur notre société et donc sur nous-mêmes. Nous avons le pouvoir de mettre en place un système de vie différent de l'actuel, de stopper les mots présents ainsi que leurs impacts néfastes. Rien n'est gravé dans le marbre. Dans cette société vide de sens, il nous faut sortir de l'individualisme et réinventer du commun. Et ce commun, selon moi, devrait être régi selon le principe suivant. Vivre libre en respectant la liberté des autres. De cette manière, chacun sera sur le même pied d'égalité. Fini les discriminations dues à la religion, au sexe ou encore aux origines, ces injustices répugnantes qui persistent dans notre société. Alors je sais ce que vous vous dites. Si c'était aussi facile, ce serait déjà fait, n'est-ce pas? Mais c'est justement à cause de cette façon de penser qu'on n'avance pas, que personne ne se bouge et que personne n'essaie. On attend, espérant que les autres agissent, on s'enfonce dans ce quotidien de banalité qui régit notre vie et monopolise notre attention. Mais enfin, de quoi avons-nous peur? Que peut-il bien nous arriver? Il nous faut juste oser, que personne n'ici soit déjà tenté ou que trop y ont échoué. Personne ne le fera à notre place, de même que personne ne le fera mieux que nous-mêmes. La politique, ça concerne tout le monde. Alors agissez, agissons. Merci pour votre attention. C'est pas terminé. Merci Juliette, mais tu sais, il y a aussi une question subsidiaire à laquelle tu dois répondre en 1 minute. Alors la question, la voici. La télé-réalité est un phénomène complexe, avec ses propres avantages et ses inconvénients. Qu'en penses-tu?
quelle question. Mais, premièrement, comme beaucoup, j'imagine, je suis contre les technologies, donc la télé-réalité, je trouve ça assez débile, donc je suis contre. Que dire? Je n'ai rien à dire de plus, je suis contre là-dessus, donc voilà. Eh bien, merci en tout cas, et Merci on peut à vous. encore applaudir Juliette. Et nous allons maintenant avoir une candidate de l'Athénée royal de Marche-Barvaux-Beaumal. Son professeur est Olivier Bonjean, professeur de français. La question c'est, l'égalité des chances est-elle un mythe ou une réalité? Je vous demande d'accueillir Soraya Bucci. C'est bon, oui. Bonsoir, mesdames et messieurs. N'oubliez surtout pas de filmer. Comme vous le savez, je n'ai qu'une minute pour me présenter à vous. Exercice difficile, voire impossible. Vous ne verrez que quelques photos, quelques clichés de moi. Mais suis-je seulement une image figée? Je m'appelle Soraya Bucci, j'ai 18 ans et je suis étudiante en rhétorique à l'Athénée royal de Beaumal. Mes passions sont l'art, la littérature et surtout la philosophie. Je suis engagée politiquement parce que penser ne suffit pas, il faut agir. Je compte continuer sur cette voie en choisissant pour études supérieures les sciences politiques à l'Université de Liège. Merci pour votre attention. Mesdames et messieurs les membres du jury, cher public, avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Pensez-vous que l'égalité des chances existe ou serait-ce seulement un mythe, une utopie dans nos sociétés humaines? Actuellement, nous vivons dans un monde injuste et illusoire, où une personne, selon sa beauté, selon son ethnie, selon sa religion, selon son genre ou encore sa situation financière, obtiendra plus d'opportunités qu'une personne n'ayant pas tous ces critères. Illusoire, car dès notre plus jeune âge, on nous murmure à l'oreille que nous sommes tous libres, qu'on a tous les mêmes droits et devoirs, et surtout qu'on a tous les mêmes opportunités. Mais plus on grandit, plus la réalité finit par nous rattraper. Plusieurs questions subsistent. Est-ce qu'une personne en situation de handicap aura les mêmes chances qu'une personne en bonne condition physique? Est-ce que les inégalités entre classes sociales existent? La réponse n'est évidemment pas linéaire. Les révoltes et les révolutions, les luttes sociales et les crises de toute nature, jouent un rôle central dans l'histoire de l'égalité. Entre 1780 et 2020, on observe des évolutions allant vers davantage d'égalité de statut, de propriété, de revenus, de genre et de race. S'il serait possible aujourd'hui d'avoir tous les mêmes opportunités, pensez-vous que cela sera un Prométhée éclairant notre avenir, ou au contraire, une boîte de Pandore libérant des mots insoupçonnés? Pour ma part, je pense que l'égalité des chances, c'est avant tout une lutte qui dure depuis des années, et généralement, et malheureusement, qui finit par ne jamais s'arrêter, laissant les personnes souffrantes d'inégalité tapis dans l'ombre, loin de tout progrès. Alors, l'égalité des chances est-elle un mythe ou une réalité? Elle est les deux. Elle est un mythe si nous décidons de rester aveugles face aux atrocités, d'ignorer les pages et de refermer le récit qu'on nomme la vie. Cependant, elle peut devenir notre réalité si nous prenons les choses en main, si nous continuons de marcher sans arrêt vers cette quête d'égalité sans jamais, jamais s'arrêter. Merci pour votre attention.
Voilà, il reste la question subsidiaire, Soraya. Alors, c'est à propos de la télé-réalité. C'est un phénomène complexe avec ses propres avantages et inconvénients. Qu'en penses-tu ? Je pense que la télé-réalité ouvre des portes bien plus qu'on ne l'imagine, car il y a certains programmes qui nous enseignent beaucoup de culture, notamment Le Cerveau, une émission qui passe sur TF1. Et je trouve que cette télé-réalité-là, elle nous amène à penser différemment des préjugés qu'on a sur la télé-réalité. Bien sûr, cela peut rester futile, car si on regarde les Marseillais, les Anges ou encore les vacances à Tahiti, c'est fort pas intéressant. Mais quand on se penche sur Koh-Lanta, les apprentis aventuriers, on comprend l'importance de la survie, on comprend qu'on peut s'en sortir même si on n'a pas d'argent, même si on n'a pas de nourriture, et qu'au final, la télé-réalité, c'est aussi une remise en conscience de nos mœurs, de nos traditions, de nos cultures. Et je pense que, honnêtement, la télé-réalité, c'est quelque chose de bien si elle reste encore une fois équilibrée, et ça dépend des programmes. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Candidate numéro 2, c'était donc Soraya Bouchti. S'il vous plaît. Bouchti, pardon. La troisième candidate, c'est encore une fille. Elle nous vient de l'école secondaire libre de Saint-Hubert, de la classe d'Élodie Poncin. Et elle va nous parler d'une question aussi qui n'est pas sans rapport avec celle qu'on vient de traiter, puisque c'est « Peut-on être heureux sans argent ?» Je vous demande d'accueillir Lisa Adam. Mesdames et messieurs, chers publics, chers jurys, bonsoir. Je m'appelle Lisa Adam et je viens de l'école libre de Saint-Hubert. On m'a toujours fait comprendre que l'argent était la clé de tous nos problèmes. Cependant, pendant des millénaires, l'humanité a vécu sans argent. Aujourd'hui, pourtant, ça nous semble impossible de vivre sans argent, sans carte bancaire et quelques billets de banque. Car oui, c'est un fait, il guide nos vies, ce petit billet vert, bleu, orange et même parfois mauve qui se trouve dans notre poche, sans lequel on ne serait rien, sans lequel on serait privé même de nos droits vitaux, de boire et de manger. C'est ce qui monte à la tête des uns, qui rend avide les autres, ce grâce à quoi on peut tout acheter. Mais peut-on réellement tout acheter grâce à l'argent ? Qu'en est-il du bonheur ? Car oui, mesdames et messieurs, chers jurys, comme il a été dit précédemment, je me demande aujourd'hui si on peut vraiment être heureux sans argent. Avant toute chose, j'aimerais vous demander pour vous, c'est quoi être heureux ? C'est quoi le bonheur ? Être heureux, c'est ressentir de la joie, du contentement, de la satisfaction, c'est se sentir bien. Et pour moi, le bonheur est éphémère. Je l'imagine comme des bulles de savon qui éclateraient à un moment. Il faudrait donc savoir les observer, les contempler, les regarder et en profiter. Je le vois aussi un peu comme un papillon qu'on essaierait d'attraper jour et nuit. Certains sont en quête d'argent, d'autres non. Moi, je pense qu'au fond, nous sommes tous en quête du bonheur. Laissez-moi à présent, mesdames et messieurs, chers jurys, vous raconter quelques de mes souvenirs parmi les plus heureux. C'est une belle après-midi d'été. Je suis allongée avec ma sœur dans ma pelouse. Et on rigole. On rigole tellement fort que mon ventre me fait mal, que ma mâchoire se serre et que mon souffle me manque, pardon. Je ne sais même plus pourquoi on rigole, mais je me sens bien. Vous voyez tous la sensation dont je veux parler. Quelques années plus tard, avec une amie d'enfance, on décide de construire une forteresse dans les arbres. Avec seulement la force de nos jeunes bras et quelques objets trouvés par terre, on essaie de construire une cabane. Après une journée de dur labeur, la cabane ne ressemble carrément à rien. En fait, elle se pète carrément la figure. Mais peu importe, j'ai passé une bonne journée, je me sens heureuse. À cet âge-là, je ne comprenais encore que très peu le principe de l'argent. Mais je savais déjà que je n'en avais pas besoin pour être heureuse. J'avais juste besoin de soleil et de mes amis de toujours. La nature elle-même, d'ailleurs, constituait notre bonheur. Elle est gratuite, premièrement, et elle nous produit tout ce dont on a besoin. Pour se soigner, pour se nourrir, il suffit de bien savoir l'utiliser. Vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais
C'est quand même impossible de vivre sans argent. Eh bien, c'est là que je vous dis que vous vous trompez. Et laissez-moi vous présenter Mark Bowl, un Irlandais qui croit à la possibilité de la création d'une économie du don. Il a vécu une année entière sans gagner et sans dépenser d'argent. Il raconte son aventure et explique comment vivre sans argent, comment manger, dormir, se soigner, comment continuer à avoir une vie sociale sans argent. Il dira lui-même que vivre sans argent vaut la peine et qu'il a trouvé plus de bonheur que d'inconvénients dans cette expérience. Alors, je ne dis pas ça pour qu'on se prive définitivement de l'argent. Parce que oui, l'argent nous rend heureux. Mais on peut être heureux sans argent. L'argent n'est finalement qu'une des 1000 façons d'accéder au bonheur. Il nous sert de moyen d'échange pour accéder aux choses qui nous rendent vraiment heureuses. Tout cela pour dire qu'évidemment, il ne faut pas se priver d'argent. Parce que de toute façon, dans notre société actuelle, je pense que c'est presque impossible. Mais il faut être conscient que ce n'est pas la seule clé pour accéder au bonheur. Enfin, tout ça pour dire que d'autres l'ont fait. Être heureux sans argent, pourquoi pas nous? Merci de m'avoir écouté. Merci Lisa. Alors, tu as encore une minute pour répondre à la question que je te pose maintenant. La télé-réalité, c'est un phénomène complexe avec ses propres avantages et ses inconvénients. Qu'en penses-tu ? Je pense que la télé-réalité, en fait, c'est quelque chose de très superficiel qui parfois met des fausses idées, par exemple, de femmes toutes belles, toujours, et des choses très sexuelles parfois. Et des fois, ça peut justement être plus divertissant. Mais je pense que c'est pas possible de faire quelque chose qui est 100% filmé. Il y a d'office du montage ou des choses comme ça derrière. Voilà. Merci en tout cas. C'était notre candidate numéro 3, donc Lisa Adam. Avant de passer aux 2 derniers candidats de cette première partie, il me faut vous parler aussi et remercier les sponsors de la soirée que sont UCM, Skipper Club Luxembourg ASBL, le bureau Le Técheur, l'entreprise TES à Rochefort, la ville de Rochefort et Saporissimo. Remercier aussi les partenaires de la soirée que sont le Centre culturel des Roches de Rochefort, le CIDJ, le Centre d'information et de documentation pour jeunes, la Bibliothèque de Rochefort et aussi la ville de Rochefort. La 4e candidate, puisque c'est à nouveau une fille, il y aura un garçon juste après, elle est élève à l'Institut Saint-Laurent de Marche-en-Famenne. Sa professeure est Stéphanie Charneux et elle va d'abord nous parler de la liberté d'expression. Jusqu'où peut-on aller sans blesser les autres? Je vous demande d'accueillir Laure Gall. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous l'avez bien entendu, je m'appelle Laure. Merci. Je m'appelle Laure, je suis élève à l'Institut Saint-Laurent de Marche. Je fais des études de latin depuis 5 ans. Oui, je suis bilingue, on peut le dire. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la liberté d'expression. Ne vous êtes-vous jamais fait insulter? Ne vous êtes-vous jamais fait juger ou critiquer? Ne vous êtes-vous jamais posé la question de jusqu'où pouvait-on aller sans blesser les autres? La liberté d'expression est un bien vaste sujet où l'on pourrait dire tant de choses différentes. Tentons d'y réfléchir un peu ensemble. En effet, nous sommes à une époque où la liberté d'expression est partout, sur les réseaux, dans la rue, dans la musique, dans la politique et encore bien d'autres domaines. Mais tout peut-il être dit? Par exemple, si là maintenant, l'envie me prenait de tous vous insulter, trouverez-vous ça normal aussi que, par exemple, un rappeur ou n'importe quel type d'artiste exprime son désir de violer une femme? J'imagine que cela dérangerait beaucoup de personnes, et je les comprends. Pourtant, il y a encore beaucoup de gens pour qui ça paraît normal et qui utilisent l'excuse de liberté d'expression pour justifier leurs actes. De plus, si nous avons tous le droit de nous exprimer, le racisme devrait-il être autorisé? Le racisme et la discrimination n'existent pas depuis hier, bien sûr.
On l'a bien vu avec l'esclavagisme, la ségrégation des Noirs aux USA, la colonisation, le génocide juif, et encore bien d'autres événements malheureusement. Nous ne devrions pas autoriser sous prétexte de liberté d'expression ce genre d'actes. N'oublions pas qu'avant tout, nous sommes tous humains et notre couleur de peau, notre religion ou n'importe quel type de différence qu'on peut avoir ne devrait justifier une telle source de haine et de jugement. Malheureusement, la plupart des gens de notre époque ne connaissent plus de limites. Prenons exemple sur Charlie Hebdo. Aviez-vous trouvé ça drôle, son humour sur l'affaire Pellico d'octobre 2024 ? Était-ce vraiment drôle de blaguer sur l'histoire d'une pauvre femme qui s'était fait violer pendant plus de 20 ans à son insu par son mari ? Si une simple blague, un simple commentaire peut vous sembler drôle, ce n'est pas forcément le cas pour les autres. Les mots peuvent blesser, parfois même bien plus que les actes et les coups physiques. En outre, si la liberté d'expression est pour tout le monde, expliquez-moi un peu pourquoi il y a encore des livres qui sont censurés dans certains pays. Que ce soit George Orwell, Aldous Huxley, bien compliqué comme nom, on va pas se mentir, Margaret Atwood ou encore bien d'autres auteurs, n'ont-ils pas eux aussi le droit de s'exprimer, d'exprimer leur avis ? Honnêtement, pour finir, on se croit dans le livre de 1984, c'est-à-dire dans une société où il nous est interdit de penser, de dire ou d'agir comme on le voudrait. Et quand on sait comment le protagoniste finit, je vais pas vous mentir, c'est pas vraiment ma vision de rêve. En conclusion, nous avons certes tous le droit de nous exprimer, mais toutefois, nous devrions nous rappeler que tout ne peut être justifié par une certaine liberté. Comme nous dirait la Bible, aimons-nous les uns les autres. Donc, respectons les limites de droit, afin de tous pouvoir nous épanouir sans avoir peur de se prendre des remarques ou des jugements à nos moindres faits et gestes. Merci à vous. Ah oui, il y a encore la question. C'est pas encore tout à fait terminé, Malheureusement. Laure. Il y a une petite question que je vais maintenant te poser. Tu auras 1 minute pour y répondre. Je vais te parler de la télé-réalité. On peut dire que c'est un phénomène complexe, avec ses propres avantages et ses inconvénients. Qu'en penses-tu ? Eh bien, je ne vais pas vous mentir. Je trouve que la télé-réalité, c'est quelque chose un peu de débile. Parce qu'on nous montre souvent des comportements qui ne sont pas justifiables. Les femmes, souvent, s'exposent. Les hommes sont irrespectueux et on normalise des choses qui ne devraient pas. Donc honnêtement, si vous voulez à tout prix regarder la télé-réalité, au moins regarder des trucs en rapport avec de la culture générale ou quoi, peut-être, parce que sinon, ça n'apprend pas grand-chose. Merci. Laure Gall, la candidate numéro 4. Et pour terminer cette première partie avant l'entracte, eh bien, nous restons justement, le hasard du tirage au sort, à l'Institut Saint-Laurent de Marchand-Famenne, dans la classe de Stéphanie Charneux. La question, elle est assez longue. L'avenir de la planète, quel rôle pour les générations futures dans la lutte contre les changements climatiques ? Et c'est un jeune homme, cette fois-ci, c'est Louis Maquet que je vous demande d'accueillir. Bonsoir. Vous l'avez bien entendu, cette question est sombre, pas facile, hein, mais je vais faire ce que je peux. Donc, ok. Nous sommes en guerre, une guerre bien visible, mais que personne ne veut voir, une guerre du quotidien, mais que tout le monde rapporte à demain, une guerre pleine de morts, mais dont peu sont humains. Oui, cette guerre, c'est celle de notre planète. Je parle donc bien, mesdames, messieurs, du changement climatique. Lui qui, à nos portes, il y a fort longtemps, a sonné, mais personne n'a voulu le faire entrer, s'est retrouvé fort bien désarçonné et n'a fait qu'empirer. Alors qu'en sera-t-il pour nos générations futures et en quelle mesure nos enfants devront-ils payer cette triste facture que nous, leurs parents, sur le frigo avons laissé? Bon, posons-nous un instant, réfléchissons, respirons tant qu'il est encore temps. Je sais que le climat, c'est un peu le sujet tabou dont personne ne veut parler, hein, mais
il est bien présent, là, tel un clou au milieu de notre pied. Et oui, je sais, il y a plein de gens, comme Donald, là aux États-Unis, qui n'ont toujours pas compris que dans 10 ans, on ne fera plus de ski au Groenland. Mais nous sommes là, nous qui connaissons le problème, nous qui connaissons ses conséquences. Alors, serons-nous des parents responsables? Serons-nous des parents méprisables? Voulons-nous laisser à nos enfants ces petits plaisirs du printemps? Voir les plantes fleurir, les abeilles bourdonnant, à la montagne partir, courir au milieu des champs. Voulons-nous laisser à nos enfants les amours innocents à la place de devoir s'enfuir parce que leur maison s'est fait détruite à cause d'un ouragan? Tant de questions et finalement peu de réponses. Oui, j'aimerais être utopiste et pouvoir vous les donner, mais sachez, au fond, je reste un peu pessimiste. J'ai bien peur que ça prenne plus de temps que prévu, j'ai bien peur que nos problèmes politico-économiques ne prennent le dessus. J'ai surtout peur qu'eux aussi, nos enfants, ne fassent au final que de transmettre la note au suivant et que ça continue ainsi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de survivants. Oui, j'ai peur. Et je vous l'avoue franchement, à la fameuse question du début, je n'ai pas de réponse. Mais je suis pourtant certain que cette réponse, au fond de chacun, elle est écrite et que c'est leur action concrète qui la définissent. Il y a ceux qui s'y sont mis déjà il y a fort longtemps, comme Greta Thunberg, et qui leur égoïsme de côté ont mis et ont décidé de partir fièrement au front. Alors, mesdames, messieurs, faites donc partie de cela, car oui, il existe des solutions. Il faut juste mettre sa rancœur de côté et accepter de pouvoir changer. Alors, à la place de taper sur nos voisins, tapons-nous tous dans la main et d'un seul cri, d'une seule voix, faisons-le pour eux, nos enfants, sauvons la terre, notre toit. Alors Louis, encore une petite question à laquelle tu répondras en 1 minute maximum. La télé-réalité, c'est un phénomène complexe, avec ses propres avantages et ses inconvénients. Qu'en penses-tu? Ouh là là, quelle question. C'est différent comme thème. Oui, effectivement. La télé-réalité, pour moi, c'est souvent faux, mais ça permet aussi à des gens qui ont du mal dans la vie parfois d'avoir des exemples à suivre. Mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de dérives, comme notamment, il y a une émission là qui a rendu, ou je sais plus, mais ça peut faire des dégâts d'après moi, surtout, mais aussi ça peut encourager, comme Top Chef par exemple, c'est de la télé-réalité, mais ça pousse les gens à se surpasser, à donner le meilleur d'eux-mêmes et à aussi, moi j'aime bien cuisiner, je le dis, à vouloir donner l'envie quoi, de vouloir s'y mettre. Donc, pour moi, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Il faut juste trouver la télé-réalité qui nous convient et faire le mieux à partir de cela. Merci Louis. Louis Maquet était notre 5e candidat. Ça veut dire qu'on arrive à la moitié des candidats. Je vous propose donc un petit entracte, une petite trentaine de minutes, le temps de vous désaltérer ou de manger quelque chose dans la salle du bas. Et je vous promets pour la reprise une petite surprise. À tout à l'heure. Merci. Nous allons reprendre le fil donc de nos 5 candidats qui restent, puisqu'il y avait 10 candidats. Je vous rappelle que vous avez le bulletin et que vous pouvez voter à l'issue des 10 prestations pour le vote du public. Une urne sera disponible ici devant la scène. Alors nous allons aller à l'Institut Notre-Dame du Sacré-Cœur de Beaurain.
La professeure s'appelle Roxane Mathieu. La question, c'est l'importance de l'histoire. Faut-il réécrire les manuels scolaires? Et je vous demande d'accueillir Abigaël Nicolaï. Alors, pour commencer, j'aimerais que vous sachiez que dans une vie où le passé est à l'origine du futur, il n'est en rien utile de tenter de camoufler ces traces d'indélébiles qui ne s'effaceront tout de même pas, que tenter la sobriété des massacres et des drames ne vous sauvera pas. Il est de notre droit de connaître la vérité et de notre devoir d'apprendre à dompter notre passé. Selon moi, l'histoire est d'une importance sans nom et d'une nécessité permettant au monde d'être enfin bon. Alors voilà, si mon avis vous importe et vous transporte, ma réponse est non. Les récits de l'histoire ne peuvent être réécrits. Et puis même, si cela était possible, comment le serait-il? Comment effacer des conséquences encore visibles à notre époque, des vies condamnées, des villes ravagées? Comment réparer le chaos qu'a subi notre société? Le passé reste inchangé et restera inchangeable, alors à quoi bon tout effacer? Quoi qu'il arrive, nous devrons toujours prendre en compte tous ces conflits et ces drames noyés sous les larmes que le monde cherche à tout prix à nous cacher. Cependant, je vous l'accorde, l'histoire peut être une suite interminable de bavures, de blessures encore ouvertes et de décisions conduisant à notre perte. Mais nous ne pouvons nier le fait que ce monde sous tension, celui dans lequel chacun d'entre nous a grandi et appris, malgré tous ses défauts, ce monde est et restera le nôtre. Et nous n'avons en aucun cas le droit de modifier son histoire, qui aujourd'hui devient aussi notre histoire. S'il y a bien un point sur lequel nous sommes encore tous d'accord, c'est que nous vivons dans l'ère de la pseudo-vérité. Les faits que subit la Terre ne sont ni exacts ni inexacts. Dorénavant, tout est susceptible d'être vrai et d'être faux, et ce, au même niveau. Le mensonge est dans notre société un des fléaux les plus dévastateurs, et peu m'importe qui en est l'auteur, vivre dans un monde où je ne peux devenir ivre de m'enrichir, d'apprendre et de grandir ne m'intéresse pas. Je ne veux pas d'un monde où les connaissances de mes prochains seront réduites au néant, d'un monde où chaque enfant, un peu trop curieux, aura l'impression de se noyer dans un océan de jugement. Grâce à l'histoire, nous les jeunes avons enfin pu restituer chaque événement dans leur contexte et il nous a permis de comprendre leur portée, leurs conséquences et nouvelles obligeances. Pourquoi vouloir ignorer, flouter ou obstruer notre apprentissage qui indéniablement nous mène vers la richesse du savoir? Notre société se dégrade déjà suffisamment que pour s'octroyer le droit de nuire à notre enrichissement. Parce qu'en réalité, si l'œuvre humaine visait à rendre la guerre et les traumas tabous, elle ne pourrait jamais nier que les conflits sont partout et peuvent amener le changement et le progrès. Le positif se fait rare, mais nous ne devons pas perdre espoir. Si croire en l'amélioration du monde qui semble constamment se dégrader peut nous sauver, l'histoire et le passé pourra forcément nous y aider. En réalité, votre opinion m'importe peu, car l'histoire a son importance, que la raison ne connaît peut-être pas encore. Et comme l'a dit un grand philosophe, ceux qui ne peuvent pas se rappeler le passé sont condamnés à le répéter. Merci. Merci Abigaël. Alors il y a encore une petite question et tu auras 1 minute pour y répondre. Je vais te parler de la télé-réalité. C'est un phénomène complexe avec ses propres avantages et ses inconvénients. Qu'en penses-tu? La télé-réalité. Donc selon moi, je pense que c'est quelque chose qui peut être assez positif pour les gens qui ont besoin de s'évader, parce qu'il y a des mondes dans lesquels où chaque personne ne trouve pas sa place. Et la télé-réalité peut permettre à certaines personnes de sortir d'un quotidien qui n'est pas forcément bon et qui peut peut-être viser à être meilleur d'un point de vue pour les gens de la télé-réalité, du coup. Et voilà. Pardon. Merci. Merci. Abigaël Nicolaï était donc notre 6e candidate ce soir. Et nous allons rester à l'Institut Notre-Dame du Sacré-Cœur de Beaurain, mais dans la classe cette fois de Doris Dumbruch. Et la question est, le vote à 16 ans, est-ce une avancée démocratique ou un risque?
Je vous demande d'accueillir Angèle Saladin. Bonjour à tous, je m'appelle Angèle et je suis très heureuse d'être ici devant vous pour pouvoir m'exprimer. Donc merci à tous d'être venus. Notre humanité traverse une crise d'économie démocratique majeure. Depuis 20 ans, l'abstention a augmenté d'élection en élection. La politique n'attire plus autant qu'avant. Pourquoi se battre pour quelque chose que l'on possède déjà ? Coluche, célèbre humoriste, ironisait même en ces termes. Si voter changeait vraiment quelque chose, cela ferait longtemps que le vote serait interdit. Alors comment encourager et pousser davantage de personnes à voter ? Le vote à 16 ans est-il un risque ou une avancée démocratique ? Il est temps de réfléchir à cette maxime de Coluche à laquelle de plus en plus de gens semblent adhérer. Il faut protéger notre démocratie, pour laquelle de nombreuses personnes se sont battues. Cela commence par intéresser les générations futures sur notre système politique et sur son importance. Tout d'abord, je pense savoir ce que certains d'entre vous se disent. Que savent les jeunes de 16 ans de la vie politique ? Sûrement ce qu'ils en ont entendu sur Instagram ou TikTok. Oui, nous ne savons rien. Alors oui, nous avons tout à apprendre. Voter est un droit. C'est aussi un devoir civique. En effet, en Belgique, le vote est obligatoire et le non-respect de cette obligation peut entraîner jusqu'à 200 € d'amende. Je ne suis pas en train de dire qu'il faille rendre ce vote obligatoire à la jeunesse, mais plus vite y serons-nous confrontés, plus vite on se rendra compte que les décisions politiques ne sont pas des abstractions lointaines. Elles ont un impact direct sur notre quotidien et sur notre avenir. Que ce soit une taxe locale ou une réforme nationale, chaque décision a des implications concrètes qui nous touchent directement, telles que le pacte d'excellence ou le recul de la retraite. Nous sommes les adultes de demain. Ensuite, peut-être croyez-vous les jeunes manipulables et influencés par l'opinion de leurs parents jusque dans l'isoloir. Pourtant, contrairement à ce que l'on pourrait penser, nous sommes très vite éveillés à ces sujets épineux dont parlent les adultes à table. Mais aussi lorsqu'on voit l'histoire romaine, en classe ou encore lors des élections des délégués. Ces méthodes scolaires étaient bien plus qu'un simple rituel annuel. C'était des initiations à la démocratie représentative. On écrivait même dans une charte, pareil à la Constitution, le rôle du délégué et de défendre les intérêts de tous au conseil de classe. Voter, que ce soit à l'école ou aux élections nationales, est un moyen puissant de participer à la vie en communauté. Alors pourquoi fermer cet accès aux jeunes ? En 2022, une enquête révèle que 66% des jeunes ont un sentiment acerbe envers les responsables politiques. Leur abstention résulte-t-elle d'un désintérêt pour les questions sociales ? Je pense que vous serez d'accord pour dire qu'au contraire, les jeunes sont fortement sensibles à la lutte contre les inégalités, au racisme, à l'environnement ou encore à la défense des droits des femmes. Mais ces enjeux sont rarement abordés dans les campagnes électorales et souvent absents des débats politiques. Il y a, à mon sens, une absence de représentation des préoccupations des 12-22 ans. Cependant, pour que leur message soit entendu au plus haut niveau, il est important de les encourager à se lancer dans le processus électoral. Il est difficile de trouver un parti qui corresponde à nos attentes. Aucun n'est parfait. Certains ne se préoccupent ni du climat, ni de la préservation de nos droits, et ne votent pas de mesures pour améliorer la hausse du prix de l'énergie ou encore un cessez-le-feu à Gaza. Si je vous en parle, c'est parce que les jeunes en parlent. Il est temps d'adapter le système aux aspirations de la nouvelle génération qui façonne la démocratie de demain. Si je devais résumer, pourquoi voter ? Et surtout, pourquoi laisser les jeunes voter ? Je dirais,
pour honorer les luttes passées, protéger nos acquis et empêcher l'affaiblissement de nos droits. Pour faire entendre notre voix et la transformer en un changement concret. Et surtout, pour ne pas laisser les autres décider à notre place. Aujourd'hui, face à la montée de l'extrême droite en Europe, Trump en Amérique, Poutine en Russie, chaque vote est primordial. Votre voix compte et notre voix compte. Et notre vote peut faire la différence. Merci. Merci Angèle. Encore une petite question à laquelle tu pourras répondre en 1 minute. Je vais te parler maintenant de la télé-réalité. C'est un peu différent du vote. La télé-réalité, c'est un phénomène complexe, encore qu'il y a des votes aussi dans pas mal de télé-réalités. Mais c'est un phénomène complexe, cette télé-réalité, avec ses propres avantages et inconvénients. Qu'en penses-tu ? Je pense que la télé-réalité, c'est souvent un sujet épineux. On voit des vies, des gens défiler qui expriment leur opinion. Souvent, on se moque d'eux, ou alors on les envie. Je ne sais pas exactement. En tout cas, il faut surtout se dire que ça ne reflète pas la réalité. Et que il y a beaucoup de travail derrière chaque préparation. Pas forcément des trucs toujours vrais. Et j'espère qu'on peut vivre notre propre télé-réalité chez nous et déjà se préoccuper de ce qui se passe à la maison. Voilà. Merci. Merci. Angèle Saladin était notre candidate numéro 7. Candidate numéro 8, elle nous vient de l'école secondaire libre de Saint-Hubert, la classe d'Élodie Poncin. Et elle va nous parler de la culture. La culture, est-ce qu'elle appartient à tout le monde ? Bien, dans un centre culturel, c'est important. Je vous demande d'accueillir Maya Timmers. En tout cas, cette salle m'a l'air bien belle. J'ai envie de la reprendre chez moi. Je peux ? Moi, au moins, j'ai demandé. D'autres ne le font pas. Je pense notamment aux Anglais en Égypte. Si les pyramides étaient plus faciles à mettre en poche, ils l'auraient fait. Mais où sont mes manières ? Moi, c'est Maya Timmers de Saint-Hubert, comme l'a dit monsieur, et je vais parcourir avec vous la question « La culture appartient-elle à tous ?» La culture égyptienne, oui, apparemment, malheureusement. Tenez, j'étais à Copenhague pour les portes ouvertes d'une université là-bas. Et en tant que touriste exemplaire, j'ai visité le musée national au Danemark. Quelle ne fut donc pas ma surprise de voir là-bas qu'un étage entier était consacré à la culture égyptienne. Avec des momies, sarcophages et tout, vraiment. L'Angleterre, je peux comprendre avec son passé de colonisateur méconnu de tous. Mais le Danemark, quelle est sa relation avec l'Égypte ? Peut-être que des Vikings y ont pillé ? Je vous avoue ne pas avoir trouvé la réponse. Il n'y avait aucun panneau indiquant comment ils avaient obtenu une telle collection. Pour moi, la culture, c'est l'identité d'un groupe, d'un individu. La voler, et en plus de surcroît l'exposer, est pour moi tout bonnement incompréhensible. Mais je suis sûre qu'une question vous est restée en tête. Pourquoi le Danemark ? Pourquoi vouloir étudier là-bas ? Alors, je vous avoue que ce n'est pas vraiment le pays qui m'a attirée, même si j'ai appris à l'apprécier plus tard, mais plutôt l'université. Elle propose en effet une filière totalement en anglais pour attirer les élèves internationaux. C'est cette diversité qui m'attirait. Bref, je vais là-bas parce que je pense que cette diversité, de n'importe quoi d'ailleurs, est une richesse. Apprendre à connaître d'autres cultures, débattre, partager des opinions, tout ça est pour moi tellement essentiel, tellement important que c'est devenu mon but dans la vie. Surtout qu'un apport d'opinion peut permettre de débloquer pas mal de situations auxquelles nous-mêmes ne trouvons pas de solution. C'est notamment pour cette raison que j'aime les travaux de groupe, ou que j'ai été rassurée de savoir que les textes qu'on a écrits aujourd'hui se faisaient dans une salle commune et qu'on pouvait demander de l'aide aux autres. Mais si pour vous, la culture se résume à l'art, comme apparemment pour le Lions Club, parce que je n'ai eu que de la documentation que sur l'art, ne pensez-vous pas que les artistes soient là pour chambouler les codes et déstabiliser les normes ?
d'où d'ailleurs l'importance de la liberté d'expression. Mais je divague. Revenons-en à la question si la culture appartient à tous. Certains pensent que leur culture, leur identité, serait menacée par une autre. Mais puis-je vous rappeler qu'il ne s'agit pas d'imposer une culture au-dessus de l'autre, il s'agit de tirer le meilleur de chacune. Je trouve, pardonnez-moi les termes, cette idée de culture qui serait supérieure complètement débile. Les Romains avaient d'ailleurs très bien compris ce concept, c'est pour cela que leur empire a duré dans le temps. En autre exemple, je suis née aux Pays-Bas, mais j'ai vécu la plupart de ma vie en Belgique. J'ai pu explorer les deux cultures et en tirer le meilleur, et exclure le négatif. Par exemple, je ne suis pas radine comme les Hollandais, ou je ne suis pas râleuse comme les Ardennais. J'ai aussi eu quelques chocs culturels, notamment Saint-Nicolas. Aux Pays-Bas, Saint-Nicolas arrive en bateau depuis l'Espagne, avec des mandarines. Quand j'ai expliqué cela à mes camarades de maternelle, ils étaient choqués. Et c'est en cheval aussi, et pas en âne. Ou alors, un chat dans la gorge. Pour moi, c'était une grenouille. En bref, je pense que la culture n'appartient à personne, mais qu'on peut la partager avec tous. Une culture, c'est un terrain que l'on doit cultiver tous ensemble. Merci pour votre attention. Merci Maya. Encore une petite question et tu auras 1 minute maximum pour y répondre. La télé-réalité, on est dans un autre monde, c'est un phénomène complexe avec ses avantages et ses inconvénients. Qu'en penses-tu ? Alors, je trouve que c'est très bien pour la représentation de minorités, si elles sont présentes dans cette télé-réalité, de pouvoir s'identifier avec des personnes pareilles. Sauf que, malheureusement, ça peut être très superficiel aussi, et donc on peut aussi ne pas s'identifier à des personnes, ce qui peut justement apporter un sentiment d'insécurité, on ne s'identifie à personne. Mais oui, je pense qu'il y a autant des inconvénients que des bienfaits. Tout dépend de si la télé-réalité explore bien la réalité, en effet, et qu'il y a une représentation de toutes les minorités. Voilà. Merci. Maya Timmer, c'était notre candidate, donc numéro 8. Merci. Pour notre candidate numéro 9, nous retournons à l'Institut Saint-Laurent de Marchand-Famenne dans la classe de Stéphanie Charneux. Alors la question, accrochez-vous, elle est un peu longue. L'art de procrastiner. Comment remettre à demain ce que l'on pourrait faire aujourd'hui, peut-être une forme de génie? Eh bien, je suis curieux de savoir ce que Élodie Boré va nous en dire. Boré, pardon. Bon, ben voilà, je m'appelle Éléonore Boré. Oui, je vais un petit peu me présenter. Donc, j'ai un rêve dans la vie, c'est de devenir juriste au Luxembourg et de parler néerlandais à mes enfants. Voilà. Enfin, de parler plusieurs langues. J'aimerais bien, donc oui, parler néerlandais à mes enfants et travailler en anglais. Et si possible aussi apprendre l'allemand. Donc voilà. Je vais donc commencer. La procrastination est-elle une forme de génie? Je suis arrivée ce matin, j'étais plutôt détendue. Je me suis dit, bon, je l'ai déjà fait une fois, une deuxième fois, ça va aller. J'avais raison d'y croire jusqu'au moment où j'ai vu ce thème. J'ai vu la question m'a regardée. J'ai regardé la question, je me suis dit, c'est catastrophique, qu'est-ce que je vais leur répondre? Puis en plus, excusez-moi, mais la procrastination, c'est dur à dire. Hein. On se plaint des Hollandais avec leur... Mais excusez-moi, on n'est pas mal non plus. Bon, j'étais quand même assez stressée. Donc j'avais pris un peu de thé. J'avais oublié que le thé était chaud. Je me suis brûlé la langue.
ça, je vous avoue, j'aurais voulu le procrastiner. Voilà. Bon, je vais arrêter de vous embêter avec mes petites péripéties. Parlons peu, parlons bien. Bon, la procrastination, c'est quoi? En fait, c'est la tendance à ajourner, à remettre au lendemain. Mais est-ce pour autant une forme de génie? Personnellement, je ne saurais pas mettre un oui et un non derrière cette question. Pour moi, ça dépend de chacun. Ça dépend des domaines dans lesquels on excelle, de nos points faibles, de nos atouts. Ça dépend vraiment de notre personnalité. Par exemple, j'ai une amie qui est en maths forte, sciences fortes. Elle ne sait pas s'y prendre à l'avance. Et donc souvent, pour son test de maths, je la retrouve à étudier 1 heure à l'avance. Moi, si je fais ça, je ramène une bulle à la maison. Bon. Ensuite, j'ai un petit cousin. Mon petit cousin, il procrastine énormément, mais lui, il fait des pauses dans des pauses en plus. Bon, pas top non plus. Sauf que lui, voilà, ça ne marche pas, il a raté ses études. Et puis ensuite, il y a moi. Moi, je ne saurais même pas vous dire dans quel camp je suis. Pourquoi? Parce que je ne procrastine pas assez. Tous les jours, je fais des listes de ce que je dois faire. Et à trop en faire, on ne fait rien. Peut-être que je devrais être plus comme mon ami et au lieu de travailler, profiter de mes amis, de ma famille. Ou peut-être devrais-je comme... Oui, mon petit cousin, je ne sais pas. Ça, c'était pour l'école. Mais il y a aussi dans la vie. Dans la vie, ça marche aussi comme ça. Mais j'aimerais juste ajouter qu'il y a des degrés de gravité de procrastination. C'est dur, hein? Bon, par exemple, prenons un bête exemple. Une manne de linge. On a tous déjà eu la flemme de l'étendre. Soyons clairs, je vous vois. Bon, si on remet ça au lendemain, ça va, tant qu'on finit pas tout nu au bureau. Mais la seconde rubrique est un peu plus grave. Pourquoi? Parce que dans cette rubrique, j'englobe tout ce qui est rendez-vous médicaux, le contrôle de votre voiture, mais aussi aller conduire les enfants à l'école. Ça va avoir des conséquences un peu plus graves quand même. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que la procrastination, oui, ça dépend vraiment de votre personnalité. Ça dépend des atouts et des faiblesses que vous avez. Et je pense qu'il y a aussi une question d'organisation là-dedans. J'aimerais terminer... Ah oui, pardon. Oui. La procrastination. Oui. Quand je parlais d'organisation, personnellement, je vous ai dit que j'allais ramener des bulles en maths. C'est vraiment vrai, parce que moi, je ne peux pas faire comme ma copine, réviser 1 heure à l'avance. Pourquoi? Parce que mon cerveau, c'est un diesel. Il est extrêmement lent en maths. Bon, cette fois-ci, je termine vraiment. Et je vais terminer par une citation de Sharon qui dit « La paresse est nécessaire. Il faut la mêler à sa vie pour prendre conscience de la vie. » Merci de m'avoir écouté. Reste là, Éléonore, et heureusement, tu n'as pas trop procrastiné cet après-midi pour préparer ton texte. Mais j'ai encore une petite question à te poser, et on parle de toute autre chose. C'est plus facile à prononcer, c'est la télé-réalité. C'est un phénomène complexe qui a ses propres avantages, mais aussi ses inconvénients. Alors, qu'en penses-tu? 1 minute. Personnellement, je pense que la télé-réalité... ce n'est pas pour moi, parce que certes, il y a de l'acting, c'est scénarisé, mais je pense quand même qu'il y a des gens dedans qui sont extrêmement faibles de QI et qui... Mais je suis désolée, mais c'est vrai. On peut tous se souvenir de Nabila avec « Mais allô, t'es une fille, t'as pas de shampoing. » Excusez-moi, mais bon... Je pense que les gens qui vont dans la télé-réalité veulent juste avoir des vues. Et ne sont pas du tout... ils sont très superficiels. Voilà, et je pense que ce n'est pas du tout, en tout cas pour moi.
Voilà. Merci en tout cas. Merci Éléonore. C'était notre candidate numéro 9, Éléonore Boré. Et il reste déjà plus qu'un et un seul candidat. Et le thème va en intéresser plus d'un ce soir, parce qu'il y a quand même quelques enseignants dans la salle. Hein. Alors, on est là à l'Athénée Royal Meuscondro de Ciney, la professeure de français Françoise Doé. Le thème, justement, l'IA, on en a parlé avec le président du Lions en début de soirée en disant qu'ils n'avaient pas eu accès à l'IA pour préparer leurs exposés. Eh bien, l'IA, l'intelligence artificielle, est-ce qu'un jour, elle va remplacer les enseignants? Alors, Marcel Fezeux-Domche va nous présenter cela. Bonsoir à tous. Moi, c'est Marcel Fezeux-Domche. Je suis d'origine de Manhattan et j'ai 19 ans cette année. Je suis une personne de très sportive. J'aime tout type de sport, sport de raquette, sport de balle. Et ce soir, je vais vous parler d'un sujet qui ne me tient pas vraiment à cœur, mais... Qu'est-ce que je vais vous dire ? Le sujet abordé tourne autour de l'enseignement et de l'intelligence artificielle. La question qui m'a été posée, l'intelligence artificielle remplacera-t-elle un jour les enseignants? Ma réponse est la suivante, non. Je vais vous avancer quelques arguments qui me poussent à répondre avec autant d'affirmations. Tout d'abord, les liens émotionnels qui se créent entre un prof et son élève. J'espère que tout enseignant présent ce soir sera d'accord avec moi quand je dis que chacun de ces profs cherche à créer ce lien avec ses élèves. Pour la petite histoire, que beaucoup savent déjà, à mon arrivée en Belgique, j'ai été soutenu par ma prof d'immersion anglais, Madame Stemp, qui m'a vraiment aidé dans tout ce que j'entreprenais, car je n'étais pas vraiment très habile puisque je ne connaissais ni la langue ni le pays. Ou encore plus récemment, ma prof de français, Madame Doé, qui m'a beaucoup aidé, beaucoup soutenu, qui s'est donné corps et âme pour la réussite de mon stage d'observation ou encore pour la réussite de ce tournoi. Elle m'a pitché, corrigé, elle m'a vraiment soutenu, la totale quoi. Là où je veux en venir, c'est que ce lien créé avec ses professeurs, ce n'est pas une chose que nous pouvons faire avec, je ne sais pas, une machine ou un logiciel ou que sais-je. Ensuite, la profession d'enseignement. Un métier qui n'est pas assez reconnu à sa juste valeur. C'est une profession où les gens qui l'exercent aiment vraiment ce qu'ils font. Car leur but n'est pas seulement de transmettre des connaissances, mais c'est de former des êtres humains, de construire une humanité belle et digne de l'être humain, pas seulement pour nous, mais pour notre belle planète. Cette profession, pour moi, est l'un des piliers de notre société, car quel que ce soit le métier que vous voulez faire, quelle que soit la personne que vous voulez être et que vous serez, l'éducation que vous avez reçue, notamment chez vous ou à l'école, joue beaucoup. Et pour finir, je pense que l'intelligence artificielle sera comme un outil d'apprentissage. Par exemple, pour apprendre une langue morte, le latin, qui n'est plus très courant dans beaucoup d'établissements scolaires.
Je conçois aussi que l'arrivée en force de ChatGPT fait peur à l'enseignement car beaucoup d'élèves l'utilisent à mauvais escient. Mais j'ai moi-même fait appel à lui par manque d'inspiration ou si je ne comprenais pas un mot ou la veille d'un examen, pour qu'il puisse reformuler certains trucs, certaines notions qu'on a vues, que je n'ai pas vraiment assimilées. Voilà mon avis sur le questionnement. J'espère que vous l'avez apprécié. Quelle est la vôtre? Merci chaleureusement de m'avoir écouté ce soir et bonne soirée à tous. Merci Marcel. Alors encore une petite question. Là, tu auras 1 minute pour répondre. On va parler de la télé-réalité. C'est un phénomène complexe. Elle a ses propres avantages et ses inconvénients. Qu'en penses-tu? Ok. La télé-réalité, c'est un peu vague parce qu'il y a certaines émissions comme Koh-Lanta, que je regarde, qui est assez bien, qui poussent les gens à vraiment se reconnecter, à se démoderniser, on va dire, d'être indépendant. Il y a d'autres téléréalités comme Les Anges, je ne pense pas que beaucoup de personnes savent c'est quoi ici, qui est un peu dégradant, où on voit beaucoup de personnes un peu à moitié nues, on va dire, en maillot de bain, etc. Je trouve que ce style de télé-réalité ne sert vraiment à rien. J'aime bien aussi 4 mariages et lune de miel. Oui, parce que ma mère le regarde tout le temps. C'est vrai. Et du coup, je suis un peu obligé, mais après 2-3 épisodes, je crois que j'aime bien cette télé-réalité. Merci beaucoup. Merci Marcel. C'était donc notre 10e et dernier candidat. Je vous rappelle qu'il y aura des prix tout à l'heure offerts par le jury jeune, par le grand jury, et puis que vous aussi, vous avez votre rôle puisque vous avez reçu un bulletin que vous pourrez mettre dans l'urne qui sera établie juste ici devant la scène. Donc, faites votre choix parmi les 10 candidats. Je vous rappellerai encore qu'il faut remercier les sponsors pour cette soirée que sont l'UCM, Skipper Club Luxembourg ASBL, Bureau Le Técheur, l'entreprise TES à Rochefort, la ville de Rochefort et Saporissimo. Et il y a aussi les partenaires de la soirée, comme le Centre culturel des Roches de Rochefort, le CIDJ, le Centre d'information et de documentation pour jeunes, la Bibliothèque de Rochefort et la ville de Rochefort. On vous propose environ aussi une demi-heure à peu près d'entracte. On fera aller la sonnette pour vous dire quand il est temps de remonter pour la remise des prix. D'ici là, eh bien, désaltérez-vous, mangez un morceau, faites ce que vous voulez. Voilà, je pense que c'est l'heure maintenant de remettre les prix cette soirée. Les jurys ont délibéré et d'abord, il y a le prix du public que vous avez attribué en votant avec votre bulletin. Et je pense que c'est le président du jury jeune, Wesley, qui va nous donner le prix du public. Ah, le prix du public, c'est qui? C'est toi? C'est Pierre, alors voilà. Bien, le prix du public est attribué à Angèle Saladin. On invite Angèle Saladin à nous rejoindre. Voilà, elle arrive. Voilà, et cette fois-ci, je ne me trompe pas, Wesley Martin, pour le prix du jury jeune. On est très content de tous les argumentaires qu'il y a eu ce soir. C'était chouette à entendre. Il y a eu un petit match à la fin. On a libéré pendant longtemps, mais il y a un nom qui est sorti du lot, et le voici. On décerne le prix de la jeunesse à Soraya Bouchti. Soraya Bouchti, prix de la jeunesse.
Alors maintenant, le suspense a assez duré, Pierre? Président? Voilà, avant toute chose, avant évidemment de décerner le troisième prix, le deuxième prix et bien sûr le prix du lauréat, je voulais quand même remercier l'ensemble des candidats qui ont fait aujourd'hui une magnifique prestation. Je peux vous dire que le jury a eu beaucoup de difficultés, de discussions très intéressantes sur le fond, sur les prestations, etc. Donc, je veux dire, c'est probablement peut-être l'année la plus difficile que nous ayons eue pour délibérer et sortir 3 noms. C'est vrai que sortir 3 noms sur 10, ça en fait 7 qui pourraient être malheureux, mais rassurez-vous, je pense qu'à tous les niveaux, vous vous valez, vous avez, je vais dire, tous bien mérité, en tout cas, vous n'avez certainement pas démérité. Vous avez fait un travail considérable, que ce soit tant aux éliminatoires qu'aujourd'hui pour la finale. Mais voilà, je vais dire, malheureusement, c'est un tournoi. Donc, dans un tournoi, il faut des vainqueurs. Donc, voilà, nous avons le trio de tête que je vais vous annoncer maintenant, puisque notre deuxième dauphin ou dauphine, donc c'est-à-dire le troisième prix, est décerné ce soir à Angèle Saladin. Elle est déjà là. Le deuxième prix est décerné à Éléonore Boré. Éléonore Boré. Pour le prix, elle ne procrastine pas non plus. Oui, on peut remettre ça à demain, si tu veux. Félicitations. Et enfin, le premier prix de ce soir est décerné, je le dis très clairement, unanimement, à Soraya Bouchti. Voilà, Soraya Bouchti pour le... Et on reprécisera, Pierre, qu'elle participera, donc Soraya, à la finale. Donc effectivement, donc, d'office, Soraya est qualifiée pour participer à la finale du district du Lions, c'est-à-dire à peu près l'ensemble de la Wallonie, pour défendre les couleurs de son école à la finale, donc, qui se déroulera à Mons. À Mons, merci, La date, je ne sais pas. le samedi 17 mai. Voilà, c'est bien. Merci. Je pense que le bourgmestre a pour Soraya un petit présent pour savourer d'ici là. Alors, on ne va pas rester... Attends, je vais achever. Donc, oui, je vais le remettre après. Donc, je vais appeler maintenant le reste les autres candidats. Pardon, j'allais leur demander de venir. Tu veux citer les noms? Oui, j'ai pour chacun un diplôme. Donc, vous êtes les bienvenus sur scène pour la photo finish et recevoir quand même votre diplôme de participation. Et encore quelques applaudissements. Et bien sûr. Dans l'ordre que je vais citer, il n'y a absolument pas d'ordre alphabétique ni d'ordre, je vais dire, de préférence ou quoi. Je vais dire, les diplômes sont tous, je vais dire, d'une même valeur. Donc j'appelle d'abord Marcel Feuzeux-Domsch. Maya Timmers. Abigail Nicolai. Louis Maquet.
Laure Gall. Lise Adam. Et Juliette Lecoq. La photo souvenir avec tous les candidats, mais oui, il y a le prix aussi. Il me revient encore de remettre le trophée donc à l'école lauréate de cette année, qui est donc représentée par Soraya. Je tiens quand même à souligner que c'est une très belle œuvre réalisée par une artiste locale, en l'occurrence mon épouse. Son professeur peut venir chercher le trophée, hein, Monsieur Beaujean. Félicitations. Alors, il s'agit donc de l'Athénée Royal Marche par Vaubomal, qui a donc ce trophée pour une année, puisque le trophée passe d'école en école à chaque nouveau tournoi d'éloquence. On peut encore les applaudir une dernière fois et leur dire merci et de tant d'audace et d'avoir participé à cette édition 2025 du tournoi d'éloquence organisé par le Lions Club Rochefort-Famenne. Bonne fin de soirée à toutes et tous.